Bonjour à tous, on va s'intéresser aujourd'hui à la notion d'art et on se demandera si c'est un luxe inutile. Alors quand on regarde par la fenêtre, on voit le monde. Alors quand on voit le monde, on voit des objets naturels, on voit des arbres en bois, on voit plein de choses qui n'ont pas été transformées par la main humaine, par le travail humain, par la technique humaine. Et puis on voit aussi des objets qui sont fabriqués par l'homme, des artefacts, des objets techniques, des voitures, des marteaux, des maisons, et puis qui ont d'ailleurs plus ou moins complètement envahi le monde, puisque même les forêts aujourd'hui sont finalement des forêts le plus souvent artificielles, transformées, changées par l'homme, qui transforme toujours la nature en la travaillant. Et puis, parmi ces objets donc créés l'homme, il y a des objets qui ont un statut un petit peu particulier, c'est les œuvres d'art. Les œuvres d'art, elles ont un statut particulier parce que contrairement aux objets techniques classiques qui visent à une utilité particulière, par exemple le marteau planter des clous, une voiture c'est pour la conduire, pour se déplacer, tandis que les œuvres d'art, à la limite on peut les contempler, mais elles n'ont pas par essence, si vous voulez, comme but de servir à quelque chose, de répondre à une utilité particulière. Et c'est pour ça qu'on peut se demander si elles sont un luxe inutile. Alors, pour ce faire, on va d'abord s'interroger et se demander si mon maçon est un artiste. On va essayer d'abord de comprendre ce qui pourrait distinguer le travail de l'artiste de celui de l'artisan. Parce que dans l'Antiquité grecque, on confondait les deux. Il n'y avait pas une séparation, une frontière très nette entre d'une part le travail artisanal et d'autre part le travail artistique. C'est-à-dire que grosso modo, on pouvait dire, un bon maçon, c'est un tailleur de pierre, un bon tailleur de pierre, c'est un sculpteur. Mais il y avait une différence comme ça de degré, étape par étape, mais pas une différence de nature. Leur travail restait le même, finalement, et puis les objets qu'ils pouvaient créer restaient les mêmes aussi. Alors qu'aujourd'hui, on considère bien les œuvres d'art, et puis ça commence à la Renaissance, parler des beaux-arts pour les distinguer justement, mais aujourd'hui on considère bien qu'elles ont un statut un petit peu à part. Alors on va suivre ici la pensée de Alain, le philosophe, qui va dire que, au fond, ce qui distingue le travail de l'artiste de celui de l'artisan, c'est que l'artisan, lui, il connaît par avance la fin qu'il vise et les moyens qu'il doit utiliser pour y parvenir. Alors si vous prenez l'exemple du maçon, il a son plan et puis il a appris les méthodes, les techniques, les moyens qui lui permettent de réaliser la maison. Donc il sait qu'il doit creuser les parpaings, qu'il doit faire des fondations de telle profondeur en fonction de tel type de sol, et puis il va réaliser cela. Si vous arrivez, que vous avez un maçon, vous allez le voir sur le chantier de votre maison, et puis qui vous dit « moi, vous savez, je sais pas trop comment je fais, j'improvise ». Le plan, non, le plan, je m'en fous, moi je suis un artiste du bâtiment, je fais comme je veux, je fais comme je le sens, vous pouvez vous inquiéter, vous pouvez vous demander, mais à quoi elle va ressembler ma maison voilà. En revanche, c'est un artiste, c'est normal. Alain dit que l'artiste est le spectateur de son œuvre en train de naître. Comme disait mon maître Choucanou Malascu, je crois qu'avant tout, il n'y a pas de secret, c'est d'abord le travail. Toujours le travail, une conscience de travail sur l'œuvre créatrice. Et c'est parfait, ça. Ah, très bien. Dans ce sketch, les inconnus se moquent d'un artiste contemporain complètement fou, complètement déjanté, qui fait absolument n'importe quoi. Mais ce que veut dire Alain, ce n'est pas que l'artiste fait n'importe quoi. Au contraire, ce que veut dire Alain, c'est que l'artiste doit travailler et que c'est dans la matière même de son art que se dessine l'œuvre à naître. On va regarder ensemble un tableau, La Belle Jardinière de Raphaël, et puis les esquisses à côté, qui vont nous montrer un peu les efforts qu'il a dû faire pour réussir à obtenir la composition qu'il souhaitait. Alors, Raphaël, il essaye de construire d'abord le tableau avec Jésus et puis Marie. Et puis il voit une espèce de déséquilibre comme ça, il essaye de retourner la tête de la mère, il la change de sens, il change la tête de l'enfant aussi, il essaye comme ça de disposer quelque chose pour avoir une certaine harmonie. Puis il n'y arrive pas, et puis il rajoute un petit Saint-Jean, et puis ensemble il essaye de construire comme ça une espèce de forme pyramidale qui va réussir à trouver sa place de façon harmonieuse dans le décor qu'il a placé derrière, très bucolique, etc., qui est assez typique de cette époque. Et puis du coup il va réussir à faire un tableau comme ça qui est très équilibré. Et on voit que son vrai problème c'était ça, c'était une histoire d'équilibre, une histoire d'harmonie, de composition. Et évidemment c'est parce qu'il essaye, c'est parce qu'il fait des essais qu'il peut se rendre compte, et puis petit à petit ça lui apparaît comme étant bien. Au fur et à mesure de son intuition, il va réussir à avoir une solution qui lui paraît comme étant la meilleure. Et c'est ainsi que l'artiste devient le spectateur de son œuvre en train de naître. Et ce qui est vrai pour la fin l'est aussi pour les moyens. L'artiste ne peut pas savoir par avance quels moyens il va utiliser. Tout est encore là de l'invention. Il s'agit d'inventer ou de réinventer les règles qui vont permettre de réaliser l'œuvre. Alors, encore une fois, on s'oppose ici à l'artisan.
L'artisan, bon, s'il a une bonne maîtrise des moyens, une bonne maîtrise technique, eh bien c'est un bon artisan. C'est-à-dire que la maîtrise technique est une condition nécessaire et suffisante. Tandis que dans le cas de l'artiste, c'est une condition nécessaire mais pas suffisante. On voit d'ailleurs des fois au Louvre, là, des copistes sont super forts, ils peignent des trucs magnifiques, ils vont super vite en plus, mais c'est pas pour ça que c'est des grands artistes. Pourtant, ils sont très très forts, techniquement, et c'est des bêtes. Mais bon, c'est pas des grands artistes parce qu'il n'y a pas cette invention qui signe le véritable travail de l'artiste. Alain dit que la règle qui a servi à faire une œuvre reste prise dans l'œuvre. On ne peut pas la transposer comme ça pour réussir à coup sûr un chef-d'œuvre. Alors, on peut s'amuser à nuancer un petit peu les propos d'Alain en remarquant quand même qu'il y a quelques règles dans l'art. Il y a des règles de l'art et à chaque époque, essayer de déterminer quelles étaient les règles de l'art d'ailleurs. Alors, il y a des règles qu'on peut respecter, je ne sais pas, les perspectives, l'harmonie avec le chiffre d'or. Et puis, une autre nuance qu'on peut apporter, c'est l'idée aussi qu'il y a des écoles. C'est-à-dire que les artistes font école parfois, et donc vous avez par exemple, je ne sais pas, l'impressionnisme. Dans l'impressionnisme, il y a des techniques particulières qui sont utilisées. Mais pour autant, encore une fois, ce n'est pas parce qu'il y a des techniques qui sont privilégiées par les impressionnistes qu'il suffirait d'appliquer ces techniques pour à coup sûr réaliser un chef-d'œuvre. Hein. On peut voir évidemment la différence entre un dessin d'un enfant, par exemple, qui utilise des techniques impressionnistes, et puis celle d'un grand peintre. On regarde ici un tableau de Claude Monet, Impression au soleil levant. Alors cette toile, elle est considérée comme la première toile impressionniste. Au départ, elle va être très mal accueillie, et ce pour deux raisons principales. D'abord le sujet, il s'agit d'un port militaire en pleine révolution industrielle, donc très éloigné des règles académiques de fin 19e qui exigeaient de faire des sujets antiques avec des beaux drapés. Puis la deuxième chose, c'est la technique de la touche qui est utilisée ici, qui consiste à mettre comme ça des petites touches de peinture sur la toile sans avoir beaucoup travaillé à la palette la couleur. Et puis en s'éloignant des tableaux, on va avoir cette impression comme ça de lumière qui va survenir. C'est une technique nouvelle à l'époque qui va beaucoup choquer. Mais encore une fois, vous ne pouvez pas transposer cette technique pour être à coup sûr certain de faire un chef-d'œuvre comme Claude Monet. C'est plutôt l'échec qui risque de vous guetter. Alors c'est pour ça qu'on pourra conclure en disant qu'il y a bien une différence de nature entre l'artiste et l'artisan. Et puis on verra que l'autre différence évidemment majeure est bien que l'artisan fabrique des objets qui ont vocation à être utiles, tandis que les œuvres d'art semblent n'avoir comme seule vocation que d'être contemplées.